Chapitre 7 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 7. L'intérieur des mousquetaires. Lorsque d'Artagnan fut hors du Louvre, et qu'il consulta ses amis sur l'emploi qu'il devait faire de sa part des 40 pistoles, Athos lui conseilla de commander un bon repas à la pomme de pin, Porthos de prendre un laquais et Aramis de se faire une maîtresse convenable. Le repas fut exécuté le jour même, et le laquais y servit à table. Le repas avait été commandé par Athos, et le laquais fourni par Porthos. C'était un picard que le glorieux mousquetaire avait embauché le jour même à cette occasion sur le pont de la Tournelle, pendant qu'il faisait des ronds en crachant dans l'eau. Porthos avait prétendu que cette occupation était la preuve d'une organisation réfléchie et contemplative, et il l'avait emmené sans autre recommandation. La grande mine de ce gentilhomme, pour le compte duquel il se crut engagé, avait séduit Planchet. C'était le nom du picard. Il y eut chez lui un léger désappointement lorsqu'il vit que la place était déjà prise par un confrère nommé Mousqueton, et lorsque Porthos lui eut signifié que son état de maison, quoique grand, ne comportait pas deux domestiques, et qu'il lui fallait entrer au service de d'Artagnan. Cependant, lorsqu'il assista au dîner que donnait son maître, et qu'il vit celui-ci tirer, en payant, une poignée d'or de sa poche, il crut sa fortune faite et remercia le ciel d'être tombé en la possession d'un pareil Crésus. Il persévéra dans cette opinion jusqu'après le festin, des reliefs duquel il répara de longues abstinences. Mais en faisant le soir le lit de son maître, les chimères de Planchet s'évanouirent. Le lit était le seul de l'appartement, qui se composait d'une antichambre et d'une chambre à coucher. Planchet coucha dans l'antichambre, sur une couverture tirée du lit de d'Artagnan, et dont d'Artagnan se passa depuis. Athos, de son côté, avait un valet qu'il avait dressé à son service d'une façon toute particulière et que l'on appelait Grimaud. Il était fort silencieux, ce digne seigneur. Nous parlons d'Athos, bien entendu. Depuis 5 ou 6 ans qu'il vivait dans la plus profonde intimité avec ses compagnons Porthos et Aramis, ceux-ci se rappelaient l'avoir vu sourire souvent, mais jamais ils ne l'avaient entendu rire. Ses paroles étaient brèves et expressives, disant toujours ce qu'elles voulaient dire, rien de plus. Pas d'enjolivement, pas de broderie, pas d'arabesque. Sa conversation était un fait sans aucun épisode. Quoiqu'Athos eût à peine 30 ans et fût d'une grande beauté de corps et d'esprit, personne ne lui connaissait de maîtresse. Jamais il ne parlait de femme, seulement il n'empêchait pas qu'on en parlât devant lui, quoiqu'il fût facile de voir que ce genre de conversation, auquel il ne se mêlait que par des mots amers et des aperçus misanthropiques, lui était parfaitement désagréable. Sa réserve, sa sauvagerie et son mutisme en faisaient presque un vieillard. Il avait donc, pour ne point déroger à ses habitudes, habitué Grimaud à lui obéir par un simple geste ou sur un simple mouvement des lèvres. Il ne lui parlait que dans des circonstances suprêmes. Quoique Grimaud, qui craignait son maître comme le feu, tout en ayant pour sa personne un grand attachement et pour son génie une grande vénération, croyait avoir parfaitement compris ce qu'il désirait, s'élançait pour exécuter l'ordre reçu et faisant précisément le contraire. Alors Athos haussait les épaules et sans se mettre en colère rossait Grimaud. Ces jours-là il parlait un peu. Porthos, comme on a pu le voir, avait un caractère tout opposé à celui d'Athos. Non seulement il parlait beaucoup, mais il parlait haut.
peu lui importait au reste, il faut lui rendre cette justice, qu'on l'écoutât ou non. Il parlait pour le plaisir de parler et pour le plaisir de s'entendre. Il parlait de toutes choses excepté de science, excipant à cet endroit de la haine invétérée que depuis son enfance il portait, disait-il, aux savants. Il avait moins grand air qu'Athos, et le sentiment de son infériorité à ce sujet l'avait, dans le commencement de leur liaison, rendu souvent injuste pour ce gentilhomme qu'il s'était alors efforcé de dépasser par ses splendides toilettes. Mais, avec sa simple casaque de mousquetaire, et rien que par la façon dont il rejetait la tête en arrière et avançait le pied, Athos prenait à l'instant même la place qui lui était due et reléguait le fastueux Porthos au second rang. Porthos s'en consolait en remplissant l'antichambre de M. de Tréville et les corps de garde du Louvre du bruit de ses bonnes fortunes, dont Athos ne parlait jamais. Et pour le moment, après avoir passé de la noblesse de robe à la noblesse d'épée, de la robine à la baronne, il n'était question de rien de moins pour Porthos que d'une princesse étrangère qui lui voulait un bien énorme. Un vieux proverbe dit tel maître, tel valet. Passons donc du valet d'Athos au valet de Porthos, de Grimaud à Mousqueton. Mousqueton était un Normand dont son maître avait changé le nom pacifique de Boniface en celui infiniment plus sonore de Mousqueton. Il était entré au service de Porthos à la condition qu'il serait habillé et logé seulement, mais d'une façon magnifique. Il ne réclamait que 2 heures par jour pour les consacrer à une industrie qui devait pourvoir à ses autres besoins. Porthos avait accepté le marché. La chose lui allait à merveille. Il faisait tailler à Mousqueton des pourpoints dans ses vieux habits et dans ses manteaux de rechange, et, grâce à un tailleur fort intelligent qui lui remettait ses hardes à neuf en les retournant, et dont la femme était soupçonnée de vouloir faire descendre Porthos de ses habitudes aristocratiques, Mousqueton faisait à la suite de son maître fort bonne figure. Quant à Aramis, dont nous croyons avoir suffisamment exposé le caractère que, du reste, comme celui de ses compagnons, nous pourrons suivre dans son développement, son laquais s'appelait Bazin. Grâce à l'espérance qu'avait son maître d'entrer un jour dans les ordres, il était toujours vêtu de noir, comme doit l'être le serviteur d'un homme d'église. C'était un berrichon de 35 à 40 ans, doux, paisible, grassouillet, occupant à lire de pieux ouvrages les loisirs que lui laissait son maître, faisant à la rigueur pour eux un dîner de peu de plats, mais excellent. Au reste, muet, aveugle, sourd, et d'une fidélité à toute épreuve. Maintenant que nous connaissons, superficiellement du moins, les maîtres et les valets, passons aux demeures occupées par chacun d'eux. Athos habitait rue Férou, à 2 pas du Luxembourg. Son appartement se composait de 2 petites chambres, fort proprement meublées, dans une maison garnie, dont l'hôtesse encore jeune et véritablement encore belle lui faisait inutilement les yeux doux. Quelques fragments d'une grande splendeur passée éclataient çà et là aux murailles de ce modeste logement. C'était une épée, par exemple, richement damasquinée, qui remontait, pour la façon, à l'époque de François Ier, et dont la poignée seule, incrustée de pierres précieuses, pouvait valoir 200 pistoles, et que cependant, dans ces moments de plus grande détresse, Athos n'avait jamais consenti à engager ou à vendre. Cette épée avait longtemps fait l'ambition de Porthos. Porthos aurait donné 10 années de sa vie pour posséder cette épée. Un jour qu'il avait rendez-vous avec une duchesse, il essaya même de l'emprunter à Athos. Athos, sans rien dire, vida ses poches, ramassa tous ses bijoux, bourses,
aiguillettes et chaînes d'or, il offrit tout à Porthos. Mais quant à l'épée, lui dit-il, elle était scellée à sa place et ne devait la quitter que lorsque son maître quitterait lui-même son logement. Outre son épée, il y avait encore un portrait représentant un seigneur du temps de Henri III, vêtu avec la plus grande élégance et qui portait l'ordre du Saint-Esprit. Et ce portrait avait avec Athos certaines ressemblances de lignes, certaines similitudes de famille, qui indiquaient que ce grand seigneur, chevalier des ordres du roi, était son ancêtre. Enfin, un coffre de magnifique orfèvrerie, aux mêmes armes que l'épée et le portrait, faisait un milieu de cheminée qui jurait effroyablement avec le reste de la garniture. Athos portait toujours la clef de ce coffre sur lui. Mais un jour, il l'avait ouvert devant Porthos, et Porthos avait pu s'assurer que ce coffre ne contenait que des lettres et des papiers. Des lettres d'amour et des papiers de famille sans doute. Porthos habitait un appartement très vaste et d'une très somptueuse apparence, rue du Vieux-Colombier. Chaque fois qu'il passait avec quelque ami devant ses fenêtres, à l'une desquelles Mousqueton se tenait toujours en grande livrée, Porthos levait la tête et la main et disait: voilà ma demeure. Mais jamais on ne le trouvait chez lui. Jamais il n'invitait personne à y monter, et nul ne pouvait se faire une idée de ce que cette somptueuse apparence renfermait de richesses réelles. Quant à Aramis, il habitait un petit logement composé d'un boudoir, d'une salle à manger et d'une chambre à coucher, laquelle chambre, située comme le reste de l'appartement au rez-de-chaussée, donnait sur un petit jardin frais, vert, ombreux et impénétrable aux yeux du voisinage. Quant à D'Artagnan, nous savons comment il était logé, et nous avons déjà fait connaissance avec son laquais, maître Planchet. D'Artagnan, qui était fort curieux de sa nature, comme sont les gens du reste, qui ont le génie de l'intrigue, fit tous ses efforts pour savoir ce qu'étaient au juste Athos, Porthos et Aramis, car sous ces noms de guerre, chacun des jeunes gens cachait son nom de gentilhomme. Athos surtout, qui sentait son grand seigneur d'une lieue. Il s'adressa donc à Porthos pour avoir des renseignements sur Athos et Aramis, et à Aramis pour connaître Porthos. Malheureusement, Porthos lui-même ne savait de la vie de son silencieux camarade de ce qui en avait transpiré. On disait qu'il avait eu de grands malheurs dans ses affaires amoureuses, et qu'une affreuse trahison avait empoisonné à jamais la vie de ce galant homme. Quelle était cette trahison? Tout le monde l'ignorait. Quant à Porthos, excepté son véritable nom, que M. de Tréville savait seul, ainsi que celui de ses deux camarades, sa vie était facile à connaître. Vaniteux et indiscret, on voyait à travers lui comme à travers un cristal. La seule chose qui eût pu égarer l'investigateur eût été que l'on eût cru tout le bien qu'il disait de lui. Quant à Aramis, tout en ayant l'air de n'avoir aucun secret, c'était un garçon tout confit de mystères, répondant peu aux questions qu'on lui faisait sur les autres, et éludant celles que l'on faisait sur lui-même. Un jour, D'Artagnan, après l'avoir longuement interrogé sur Porthos et en avoir appris ce bruit qui courait de la bonne fortune du mousquetaire avec une princesse, voulut savoir aussi à quoi s'en tenir sur les aventures amoureuses de son interlocuteur. Et vous, mon cher compagnon, lui dit-il, vous qui parlez des baronnes, des comtesses et des princesses des autres? Pardon, interrompit Aramis, j'ai parlé parce que Porthos en parle lui-même, parce qu'il a crié toutes ces belles choses devant moi. Mais croyez bien, mon cher monsieur d'Artagnan, que si je les tenais d'une autre source, ou qu'il me les eût confiées,
il n'y aurait pas eu de confesseur plus discret que moi. Je n'en doute pas, reprit d'Artagnan. Mais enfin, il me semble que vous-même, vous êtes assez familier avec les armoiries, témoin certains mouchoirs brodés auxquels je dois l'honneur de votre connaissance. Aramis, cette fois, ne se fâcha point, mais il prit son air le plus modeste et répondit affectueusement: mon cher, n'oubliez pas que je veux être d'église et que je fuis toutes les occasions mondaines. Ce mouchoir que vous avez vu ne m'avait point été confié, mais il avait été oublié chez moi par un de mes amis. J'ai dû le recueillir pour ne pas les compromettre, lui et la dame qu'il aime. Quant à moi, je n'ai point et ne veux point avoir de maîtresse, suivant en cela l'exemple très justicieux d'Athos, qui n'en a pas plus que moi. Mais que diable, vous n'êtes pas abbé, puisque vous êtes mousquetaire. Mousquetaire par intérim, mon cher, comme dit le cardinal, mousquetaire contre mon gré, mais homme d'église dans le cœur, croyez-moi. Athos et Porthos m'ont fourré là-dedans pour m'occuper. J'ai eu, au moment d'être ordonné, une petite difficulté avec eux, mais cela ne vous intéresse guère, et je vous prends un temps précieux. Point du tout, cela m'intéresse fort, s'écria d'Artagnan, et je n'ai pour le moment absolument rien à faire. Oui, mais moi, j'ai mon bréviaire à dire, répondit Aramis, puis quelques vers à composer, que m'a demandé madame d'Aiguillon. Ensuite, je dois passer rue Saint-Honoré, afin d'acheter du rouge pour madame de Chevreuse. Vous voyez, mon cher ami, que, si rien ne vous presse, je suis très pressé, moi. Et Aramis tendit affectueusement la main à son jeune compagnon, et prit congé de lui. D'Artagnan ne put, quelque peine qu'il se donnât, en savoir davantage sur ses trois nouveaux amis. Il prit donc son parti de croire dans le présent tout ce qu'on disait de leur passé, espérant des révélations plus sûres et plus étendues de l'avenir. En attendant, il considéra Athos comme un Achille, Porthos comme un Ajax et Aramis comme un Joseph. Au reste, la vie de ces quatre jeunes gens était joyeuse. Athos jouait, et toujours malheureusement. Cependant, il n'empruntait jamais un sou à ses amis, quoique sa bourse fût sans cesse à leur service, et lorsqu'il avait joué sur parole, il faisait toujours réveiller son créancier à 6 heures du matin pour lui payer sa dette de la veille. Porthos avait des fougues. Ces jours-là, s'il gagnait, on le voyait insolent et splendide. S'il perdait, il disparaissait complètement pendant quelques jours, après lesquels il repassait, le visage blême et la mine allongée, mais avec de l'argent dans ses poches. Quant à Aramis, il ne jouait jamais. C'était bien le plus mauvais mousquetaire et le plus méchant convive qui se pût voir. Il avait toujours besoin de travailler. Quelquefois, au milieu d'un dîner, quand chacun, dans l'entraînement du vin et dans la chaleur de la conversation, croyait que l'on en avait encore pour 2 ou 3 heures à rester à table, Aramis regardait sa montre, se levait avec un gracieux sourire et prenait congé de la société pour aller, disait-il, consulter un casuiste avec lequel il avait rendez-vous. D'autres fois, il retournait à son logis pour écrire une thèse et priait ses amis de ne pas le distraire. Cependant, Athos souriait de ce charmant sourire mélancolique, si bienséant à sa noble figure, et Porthos buvait, en jurant qu'Aramis ne serait jamais qu'un curé de village. Planchet, le valet de d'Artagnan, supporta noblement la bonne fortune. Il recevait 30 sous par jour, et pendant un mois il revenait au logis gai comme un pinson et affable envers son maître. Quand le vent de l'adversité commença à souffler sur le ménage de la rue des Fossoyeurs, c'est-à-dire
Quand les 40 pistoles du roi Louis XIII furent mangées, ou à peu près, il commença des plaintes qu'Athos trouva nauséabondes, Porthos indécentes et Aramis ridicules. Athos conseilla donc à D'Artagnan de congédier le drôle. Porthos voulait qu'on le bâtonnât auparavant, et Aramis prétendit qu'un maître ne devait entendre que les compliments qu'on fait de lui. Cela vous est bien aisé à dire, reprit D'Artagnan, à vous, Athos, qui vivez muet avec Grimaud, qui lui défendez de parler, et qui, par conséquent, n'avez jamais de mauvaises paroles avec lui. Quant à vous, Porthos, qui menez un train magnifique, et qui êtes un dieu pour votre valet Mousqueton, à vous enfin, Aramis, qui, toujours distrait par vos études théologiques, inspirez un profond respect à votre serviteur Bazin, homme doux et religieux, mais moi qui suis sans consistance et sans ressources, moi qui ne suis pas mousquetaire ni même garde, moi, que ferais-je pour inspirer de l'affection, de la terreur ou du respect à Planchet? La chose est grave, répondirent les trois amis. C'est une affaire d'intérieur. Il en est des valets comme des femmes. Il faut les mettre tout de suite sur le pied où l'on désire qu'ils restent. Réfléchissez donc. D'Artagnan réfléchit et se résolut à rouer Planchet par provision, ce qui fut exécuté avec la conscience que D'Artagnan mettait en toute chose. Puis, après avoir bien rossé, il lui défendit de quitter son service sans sa permission, car, ajouta-t-il, l'avenir ne peut me faire faute. J'attends inévitablement des temps meilleurs. Ta fortune est donc faite si tu restes près de moi, et je suis trop bon maître pour te faire manquer ta fortune en t'accordant le congé que tu me demandes. Cette manière d'agir donna beaucoup de respect aux mousquetaires pour la politique de D'Artagnan. Planchet fut également saisi d'admiration et ne parla plus de s'en aller. La vie des quatre jeunes gens était devenue commune. D'Artagnan, qui n'avait aucune habitude, puisqu'il arrivait de sa province et tombait au milieu d'un monde tout nouveau pour lui, prit aussitôt les habitudes de ses amis. On se levait vers 8 heures en hiver, vers 6 heures en été, et l'on allait prendre le mot d'ordre et l'air des affaires chez M. de Tréville. D'Artagnan, bien qu'il ne fût pas mousquetaire, en faisait le service avec une ponctualité touchante. Il était toujours de garde, parce qu'il tenait toujours compagnie à celui de ses trois amis qui montait la sienne. On le connaissait à l'hôtel des Mousquetaires, et chacun le tenait pour un bon camarade. M. de Tréville, qui l'avait apprécié du premier coup d'œil, et qui lui portait une véritable affection, ne cessait de le recommander au roi. De leur côté, les trois mousquetaires aimaient fort leur jeune camarade. L'amitié qui unissait ces quatre hommes, et le besoin de se voir 3 ou 4 fois par jour, soit pour duel, soit pour affaires, soit pour plaisir, les faisait sans cesse courir l'un après l'autre comme des ombres. Et l'on rencontrait toujours les inséparables se cherchant du Luxembourg à la place Saint-Sulpice ou de la rue du Vieux-Colombier au Luxembourg. En attendant, les promesses de M. de Tréville allaient leur train. Un beau jour, le roi commanda à M. le chevalier des Essarts de prendre D'Artagnan comme cadet dans sa compagnie des gardes. D'Artagnan endossa en soupirant cet habit qu'il eût voulu, au prix de 10 années de son existence, troquer contre la casaque de mousquetaire. Mais M. de Tréville promit cette faveur après un noviciat de 2 ans, noviciat qui pouvait être abrégé au reste si l'occasion se présentait pour D'Artagnan de rendre quelque service au roi ou de faire quelque action d'éclat. D'Artagnan se retira sur cette promesse, et dès le lendemain commença son service. Alors, ce fut le tour d'Athos, de Porthos et d'Aramis de monter la garde avec D'Artagnan quand il était de garde. La compagnie de M. le chevalier des Essarts prit ainsi 4 hommes au lieu d'un, le jour
où elle prit d'Artagnan. Chapitre 7. Chapitre 8 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 8. Une intrigue de cour. Cependant, les 40 pistoles du roi Louis XIII, ainsi que toutes les choses de ce monde, après avoir eu un commencement, avaient eu une fin, et depuis cette fin, nos 4 compagnons étaient tombés dans la gêne. D'abord, Athos avait soutenu pendant quelque temps l'association de ses propres deniers. Porthos lui avait succédé, et, grâce à une de ces disparitions auxquelles on était habitué, il avait pendant près de 15 jours encore subvenu aux besoins de tout le monde. Enfin était arrivé le tour d'Aramis, qui s'était exécuté de bonne grâce, et qui était parvenu, disait-il, en vendant ses livres de théologie, à se procurer quelques pistoles. On eut alors, comme d'habitude, recours à M. de Tréville, qui fit quelques avances sur la solde. Mais ces avances ne pouvaient conduire bien loin 3 mousquetaires qui avaient déjà force comptes arriérés, et un garde qui n'en avait pas encore. Enfin, quand on vit qu'on allait manquer tout à fait, on rassembla par un dernier effort 8 ou 10 pistoles que Porthos joua. Malheureusement, il était dans une mauvaise veine. Il perdit tout, plus 25 pistoles sur parole. Alors, la gêne devint de la détresse. On vit les affamés, suivis de leurs laquais, courir les quais et les corps de garde, ramassant chez leurs amis du dehors tous les dîners qu'ils purent trouver, car, suivant l'avis d'Aramis, on devait, dans la prospérité, semer des repas à droite et à gauche pour en récolter quelques-uns dans la disgrâce. Athos fut invité 4 fois et mena chaque fois ses amis avec leurs laquais. Porthos eut 6 occasions et en fit également jouir ses camarades. Aramis en eut 8. C'était un homme, comme on a déjà pu s'en apercevoir, qui fait peu de bruit et beaucoup de besogne. Quant à D'Artagnan, qui ne connaissait encore personne dans la capitale, il ne trouva qu'un déjeuner de chocolat chez un prêtre de son pays, et un dîner chez un cornette des gardes. Il mena son armée chez le prêtre, auquel on dévora sa provision de 2 mois, et chez le cornette, qui fit des merveilles. Mais, comme le disait Planchet, on ne mange toujours qu'une fois, même quand on mange beaucoup. D'Artagnan se trouva donc assez humilié de n'avoir eu qu'un repas et demi, car le déjeuner chez le prêtre ne pouvait compter que pour un demi-repas, à offrir à ses compagnons, en échange des festins que s'étaient procurés Athos, Porthos et Aramis. Il se croyait à charge à la société, oubliant dans sa bonne foi toute juvénile qu'il avait nourri cette société pendant un mois, et son esprit préoccupé se mit à travailler activement. Il réfléchit que cette coalition de 4 hommes jeunes, braves, entreprenants et actifs devait avoir un autre but que des promenades déhanchées, des leçons d'escrime et des lazzi, plus ou moins spirituels. En effet, 4 hommes comme eux, 4 hommes dévoués les uns aux autres, depuis la bourse jusqu'à la vie, 4 hommes se soutenant toujours, ne reculant jamais, exécutant isolément ou ensemble les résolutions prises en commun, 4 bras menaçant les 4 points cardinaux ou se tournant vers un seul point, devaient inévitablement, soit souterrainement, soit au jour, soit par la mine, soit par la tranchée, soit par la ruse, soit par la force, s'ouvrir un chemin vers le but qu'ils voulaient atteindre, si bien défendu
ou si éloigné qu'il fût. La seule chose qui étonna d'Artagnan, c'est que ses compagnons n'eussent point songé à cela. Il y songeait, lui, et sérieusement même, se creusant la cervelle pour trouver une direction à cette force unique 4 fois multipliée, avec laquelle il ne doutait pas que, comme avec le levier que cherchait Archimède, on ne parvint à soulever le monde, lorsque l'on frappa doucement à la porte. D'Artagnan réveilla Planchet et lui ordonna d'ouvrir. Que de cette phrase d'Artagnan réveilla Planchet, le lecteur n'aille pas augurer qu'il faisait nuit ou que le jour n'était point encore venu. Non, 4 heures venaient de sonner. Planchet, 2 heures auparavant, était venu demander à dîner à son maître, lequel lui avait répondu par le proverbe qui dort dîne. Et Planchet dînait en dormant. Un homme fut introduit, de mine assez simple et qui avait l'air d'un bourgeois. Planchet, pour son dessert, eût bien voulu entendre la conversation, mais le bourgeois déclara à D'Artagnan que ce qu'il avait à lui dire était important et confidentiel. Il désirait demeurer en tête-à-tête avec lui. D'Artagnan congédia Planchet et fit asseoir son visiteur. Il eut un moment de silence pendant lequel les deux hommes se regardèrent comme pour faire une connaissance préalable, après quoi D'Artagnan s'inclina en signe qu'il écoutait. J'ai entendu parler de M. d'Artagnan comme d'un jeune homme fort brave, dit le bourgeois, et cette réputation dont il jouit, à juste titre, m'a décidé à lui confier un secret. Parlez, monsieur, parlez, dit D'Artagnan, qui, d'instinct, flaira quelque chose d'avantageux. Le bourgeois fit une nouvelle pause et continua. J'ai ma femme qui est lingère chez la reine, monsieur, et qui ne manque ni de sagesse ni de beauté. On me l'a fait épouser, voilà bientôt 3 ans, quoiqu'elle n'eût qu'un petit avoir, parce que monsieur de la Porte, le porte-manteau de la reine, est son parrain et la protège. Eh bien, monsieur demanda D'Artagnan. Eh bien, reprit le bourgeois, eh bien, monsieur, ma femme a été enlevée hier au matin, comme elle sortait de sa chambre de travail. Et par qui votre femme a-t-elle été enlevée? Je n'en sais rien sûrement, monsieur, mais je soupçonne quelqu'un. Et quelle est cette personne que vous soupçonnez? Un homme qui la poursuivait depuis longtemps. Diable! Mais que voulez-vous que je vous dise, monsieur? Continua le bourgeois. Je suis convaincu qu'il y a moins d'amour que de politique dans tout cela. Moins d'amour que de politique, reprit D'Artagnan, d'un air fort réfléchi. Et que soupçonnez-vous? Je ne sais pas si je devrais vous dire ce que je soupçonne. Monsieur, je vous ferai observer que je ne vous demande absolument rien, moi. C'est vous qui êtes venu, c'est vous qui m'avez dit que vous aviez un secret à me confier. Faites donc à votre guise, il est encore temps de vous retirer. Non, monsieur, non, vous m'avez l'air d'un honnête jeune homme, et j'aurai confiance en vous. Je crois donc que ce n'est pas à cause de ses amours que ma femme a été arrêtée, mais à cause de celle d'une plus grande dame qu'elle. Ah, ah, serait-ce à cause des amours de madame de Bois Tracy? Fit D'Artagnan, qui voulut avoir l'air, vis-à-vis de son bourgeois, d'être au courant des affaires de la cour. Plus haut, monsieur, plus haut. De madame d'Aiguillon? Plus haut encore. De madame de Chevreuse? Plus haut, beaucoup plus haut. De la... D'Artagnan s'arrêta. Oui, monsieur, répondit si bas qu'à peine si on put l'entendre, le bourgeois épouvanté. Et avec qui? Avec qui cela peut-il être, si ce n'est avec le duc de... Le duc de... Oui, monsieur, répondit le bourgeois, en donnant à sa voix une intonation plus sourde encore. Mais comment savez-vous tout cela, vous? Ah, comment je le sais? Oui, comment le savez-vous? Pas de demi-confidence, ou vous comprenez. Je le sais par ma femme, monsieur, par ma femme elle-même.
Qui le sait, elle, par qui? Par monsieur de la Porte. Ne vous ai-je pas dit qu'elle était la filleule de monsieur de la Porte, l'homme de confiance de la reine? Eh bien, monsieur de la Porte l'avait mise près de sa majesté pour que notre pauvre reine, au moins, eût quelqu'un à qui se fier. Abandonnée comme elle l'est par le roi, espionnée comme elle l'est par le cardinal, trahie comme elle l'est par tous. Ah, ah, voilà qui se dessine, dit d'Artagnan. Or ma femme est venue il y a 4 jours, monsieur. Une de ses conditions était qu'elle devait me venir voir 2 fois la semaine, car, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, ma femme m'aime beaucoup. Ma femme est donc venue et m'a confié que la reine, en ce moment-ci, avait de grandes craintes. Vraiment? Oui, monsieur le cardinal, à ce qu'il paraît, la poursuit et la persécute plus que jamais. Il ne peut pas lui pardonner l'histoire de la Sarabande. Vous savez l'histoire de la Sarabande? Pardieu, si je la sais, répondit d'Artagnan, qui ne savait rien du tout, mais qui avait voulu avoir l'air d'être au courant. De sorte que, maintenant, ce n'est plus de la haine, c'est de la vengeance. Vraiment? Et la reine croit... Eh bien, que croit la reine? Elle croit que l'on a écrit à monsieur le duc de Buckingham en son nom. Au nom de la reine? Oui, pour le faire venir à Paris, et une fois venu à Paris, pour l'attirer dans quelque piège. Diable, mais votre femme, mon cher monsieur, qu'a-t-elle à faire dans tout cela? On connaît son dévouement pour la reine, et l'on veut ou l'éloigner de sa maîtresse, ou l'intimider pour avoir les secrets de sa majesté, ou la séduire pour se servir d'elle comme d'un espion. C'est probable, dit d'Artagnan, mais l'homme qui l'a enlevé, le connaissez-vous? Je vous ai dit que je croyais le connaître. Son nom? Je ne le sais pas. Ce que je sais seulement, c'est que c'est une créature du cardinal, son âme damnée. Mais vous l'avez vu? Oui, ma femme me l'a montré un jour. A-t-il un signalement auquel on puisse le reconnaître? Oh, certainement. C'est un seigneur de haute mine, poil noir, teint basané, œil perçant, dents blanches et une cicatrice à la tempe. Une cicatrice à la tempe, s'écria d'Artagnan. Et avec cela, dents blanches, œil perçant, teint basané, poil noir et haute mine. C'est mon homme de Meung. C'est votre homme, dites-vous? Oui, oui, mais cela ne fait rien à la chose. Non, je me trompe. Cela le simplifie beaucoup, au contraire. Si votre homme est le mien, je ferai d'un coup 2 vengeances. Voilà tout. Mais où rejoindre cet homme? Je n'en sais rien. Vous n'avez aucun renseignement sur sa demeure? Aucun. Un jour que je reconduisais ma femme au Louvre, il en sortait comme elle allait y entrer, et elle me l'a fait voir. Diable, diable, murmura d'Artagnan, tout ceci est bien vague. Par qui avez-vous su l'enlèvement de votre femme? Par monsieur de la Porte. Vous a-t-il donné quelques détails? Il n'en avait aucun. Et vous n'avez rien appris d'un autre côté? Si fait, j'ai reçu... Quoi? Mais je ne sais pas si je ne commets pas une grande imprudence. Vous revenez encore là-dessus. Cependant, je vous ferai observer que, cette fois, il est un peu tard pour reculer. Aussi je ne recule pas, mordieu, s'écria le bourgeois, en jurant, pour se monter la tête. D'ailleurs, foi de Bonacieux... Vous vous appelez Bonacieux? Interrompit d'Artagnan. Oui, c'est mon nom. Vous disiez donc, foi de Bonacieux. Pardon si je vous ai interrompu, mais il me semblait que ce nom ne m'était pas inconnu. C'est possible, monsieur, je suis votre propriétaire. Ah, ah, fit d'Artagnan, en se soulevant à demi et en saluant. Vous êtes mon propriétaire? Oui, monsieur, oui. Et comme depuis 3 mois que vous êtes chez moi, et que distrait sans doute par vos grandes occupations, vous avez oublié de me payer mon loyer, comme, dis-je, je ne vous ai pas tourmenté un seul instant, j'ai pensé que vous auriez égard à ma délicatesse. Comment donc, mon cher monsieur Bonacieux, reprit d'Artagnan, croyez que je suis plein de reconnaissance pour un pareil procédé, et que, comme je vous l'ai dit,
si je puis vous être bon à quelque chose. Je vous crois, monsieur, je vous crois. Et comme j'allais vous le dire, foi de Bonacieux, j'ai confiance en vous. Achevez donc ce que vous avez commencé à me dire. Le bourgeois tira un papier de sa poche et le présenta à d'Artagnan. Une lettre, fit le jeune homme, que j'ai reçue ce matin. D'Artagnan l'ouvrit, et comme le jour commençait à baisser, il s'approcha de la fenêtre. Le bourgeois le suivit. Ne cherchez pas votre femme, lut d'Artagnan. Elle vous sera rendue quand on n'aura plus besoin d'elle. Si vous faites une seule démarche pour la retrouver, vous êtes perdu. Voilà qui est positif, continua d'Artagnan. Mais après tout, ce n'est qu'une menace. Oui, mais cette menace m'épouvante, moi, monsieur. Je ne suis pas homme d'épée du tout, et j'ai peur de la Bastille. Fit d'Artagnan, mais c'est que je ne me soucie pas plus de la Bastille que vous, moi. S'il ne s'agissait que d'un coup d'épée, passe encore. Cependant, monsieur, j'avais bien compté sur vous dans cette occasion. Oui. Vous voyant sans cesse entouré de mousquetaires à l'air fort superbe, et reconnaissant que ces mousquetaires étaient ceux de M. de Tréville, et par conséquent des ennemis du cardinal, j'avais pensé que vous et vos amis, tout en rendant justice à notre pauvre reine, seriez enchantés de jouer un mauvais tour à son éminence. Sans doute. Et puis, j'avais pensé que me devant 3 mois de loyer dont je ne vous ai jamais parlé... Oui, oui, vous m'avez déjà donné cette raison, et je la trouve excellente. Comptant de plus, tant que vous me ferez l'honneur de rester chez moi, ne jamais vous parler de votre loyer à venir. Très bien. Et ajoutez à cela, si besoin est, comptant vous offrir une 50aine de pistoles, si contre toute probabilité, vous vous trouviez gêné en ce moment. À merveille. Mais vous êtes donc riche, mon cher monsieur Bonacieux? Je suis à mon aise, monsieur, c'est le mot. J'ai amassé quelque chose comme 2 ou 3 000 écus de rente dans le commerce de la mercerie, et surtout en plaçant des fonds sur le dernier voyage du célèbre navigateur Jean Moquet, de sorte que, vous comprenez, monsieur. Ah, mais s'écria le bourgeois. Quoi? Demanda d'Artagnan. Que vois-je là? Où? Dans la rue, en face de vos fenêtres, dans l'embrasure de cette porte, un homme enveloppé dans un manteau. C'est lui! S'écrièrent à la fois d'Artagnan et le bourgeois, chacun d'eux, en même temps, ayant reconnu son homme. Ah, cette fois, s'écria d'Artagnan en sautant sur son épée, cette fois, il ne m'échappera pas. Et tirant son épée du fourreau, il se précipita hors de l'appartement. Sur l'escalier, il rencontra Athos et Porthos qui le venaient voir. Ils s'écartèrent. D'Artagnan passa entre eux comme un trait. Ah çà, où cours-tu ainsi? Lui crièrent à la fois les 2 mousquetaires. L'homme de Meung, répondit d'Artagnan, et il disparut. D'Artagnan avait plus d'une fois raconté à ses amis son aventure avec l'inconnu, ainsi que l'apparition de la belle voyageuse à laquelle cet homme avait pu confier une si importante missive. L'avis d'Athos avait été que d'Artagnan avait perdu sa lettre dans la bagarre. Un gentilhomme selon lui, et au portrait que d'Artagnan avait fait de l'inconnu, ce ne pouvait être qu'un gentilhomme. Un gentilhomme devait être incapable de cette bassesse, de voler une lettre. Porthos n'avait vu dans tout cela qu'un rendez-vous amoureux donné par une dame à un cavalier ou par un cavalier à une dame, et qui était venu troubler la présence de d'Artagnan et de son cheval jaune. Aramis avait dit que ces sortes de choses étant mystérieuses, mieux valait ne les point approfondir. Ils comprirent donc, sur les quelques mots échappés à d'Artagnan, de quelle affaire il était question, et comme ils pensèrent qu'après avoir rejoint son homme ou l'avoir perdu de vue, d'Artagnan finirait toujours par remonter chez lui, ils continuèrent leur chemin. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de d'Artagnan, la chambre était vide. Le propriétaire, craignant les suites de la rencontre qui allait sans doute avoir lieu entre le jeune homme et l'inconnu,
avait, par suite de l'exposition qu'il avait faite lui-même de son caractère, jugé qu'il était prudent de décamper. Chapitre 8. Chapitre 9. Des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 9. D'Artagnan se dessine. Comme l'avaient prévu Athos et Porthos, au bout d'une demi-heure, d'Artagnan rentra. Cette fois encore, il avait manqué son homme, qui avait disparu comme par enchantement. D'Artagnan avait couru, l'épée à la main, toutes les rues environnantes, mais il n'avait rien trouvé qui ressemblât à celui qu'il cherchait. Puis enfin, il en était revenu à la chose par laquelle il aurait dû commencer peut-être, et qui était de frapper à la porte contre laquelle l'inconnu était appuyé. Mais c'était inutilement qu'il avait 10 ou 12 fois de suite fait résonner le marteau, personne n'avait répondu, et des voisins qui, attirés par le bruit, étaient accourus sur le seuil de leur porte ou avaient mis le nez à leur fenêtre, lui avaient assuré que cette maison, dont au reste toutes les ouvertures étaient closes, était depuis 6 mois complètement inhabitée. Pendant que d'Artagnan courait les rues et frappait aux portes, Aramis avait rejoint ses deux compagnons, de sorte qu'en revenant chez lui, d'Artagnan trouva la réunion au grand complet. Eh bien, dirent ensemble les trois mousquetaires, en voyant entrer d'Artagnan, la sueur sur le front et la figure bouleversée par la colère. Eh bien, s'écria celui-ci, en jetant son épée sur le lit, il faut que cet homme soit le diable en personne. Il a disparu comme un fantôme, comme une ombre, comme un spectre. Croyez-vous aux apparitions demanda Athos à Porthos. Moi, je ne crois que ce que j'ai vu, et comme je n'ai jamais vu d'apparition, je n'y crois pas. La Bible, dit Aramis, nous fait une loi d'y croire. L'ombre de Samuel apparut à Saül, et c'est un article de foi que je serais fâché de voir mettre en doute, Porthos. Dans tous les cas, homme ou diable, corps ou ombre, illusion ou réalité, cet homme est né pour ma damnation, car sa fuite nous fait manquer une affaire superbe, messieurs, une affaire dans laquelle il y avait 100 pistoles et peut-être plus à gagner. Comment cela dirent à la fois Porthos et Aramis. Quant à Athos, fidèle à son système de mutisme, il se contenta d'interroger d'Artagnan du regard. Planchet, dit d'Artagnan à son domestique, qui passait en ce moment la tête par la porte entrebâillée pour tâcher de surprendre quelques bribes de la conversation, descendez chez mon propriétaire, monsieur Bonacieux, et dites-lui de nous envoyer une demi-douzaine de bouteilles de vin de Beaugency. C'est celui que je préfère. Ah çà, mais vous avez donc crédit ouvert chez votre propriétaire demanda Porthos. Oui, répondit d'Artagnan, à compter d'aujourd'hui, et soyez tranquille, si son vin est mauvais, nous lui en enverrons quérir d'autres. Il faut user et non abuser, dit sentencieusement Aramis. J'ai toujours dit que d'Artagnan était la forte tête de nous quatre, fit Athos, qui, après avoir émis cette opinion, à laquelle d'Artagnan répondit par un salut, retomba aussitôt dans son silence accoutumé. Mais enfin, voyons, qu'y a-t-il demanda Porthos. Oui, dit Aramis, confiez-nous cela, mon cher ami, à moins que l'honneur de quelque dame ne se trouve intéressé à cette confidence, en quel cas vous feriez mieux de la garder pour vous. Soyez tranquille, répondit d'Artagnan, l'honneur de personne n'aura à se plaindre de ce que j'ai à vous dire. Et alors il raconta mot à mot à ses amis ce qui venait de se passer entre lui et son hôte, et comment l'homme
qui avait enlevé la femme du digne propriétaire était le même avec lequel il avait eu maille à partir à l'hôtellerie du franc-meunier. Votre affaire n'est pas mauvaise, dit Athos, après avoir goûté le vin en connaisseur et indiqué d'un signe de tête qu'il le trouvait bon. Et l'on pourra tirer de ce brave homme 50 à 60 pistoles. Maintenant, reste à savoir si 50 à 60 pistoles valent la peine de risquer 4 têtes. Faites attention, s'écria d'Artagnan, qu'il y a une femme dans cette affaire, une femme enlevée, une femme qu'on menace sans doute, qu'on torture peut-être, et tout cela parce qu'elle est fidèle à sa maîtresse. Prenez garde, d'Artagnan, prenez garde, dit Aramis. Vous vous échauffez un peu trop, à mon avis, sur le sort de Madame Bonacieux. La femme a été créée pour notre perte, et c'est d'elle que nous viennent toutes nos misères. Athos, à cette sentence d'Aramis, fronça le sourcil et se mordit les lèvres. Ce n'est pas de Madame Bonacieux que je m'inquiète, s'écria d'Artagnan, mais de la reine, que le roi abandonne, que le cardinal persécute, et qui voit tomber, les unes après les autres, les têtes de tous ses amis. Pourquoi aime-t-elle ce que nous détestons le plus au monde, les Espagnols et les Anglais? L'Espagne est sa patrie, répondit d'Artagnan, et il est tout simple qu'elle aime les Espagnols, qui sont enfants de la même terre qu'elle. Quant au second reproche que vous lui faites, j'ai entendu dire qu'elle aimait non pas les Anglais, mais un Anglais. Et ma foi, dit Athos, il faut avouer que cet Anglais était bien digne d'être aimé. Je n'ai jamais vu plus grand air que le sien. Sans compter qu'il s'habille comme personne, dit Porthos. J'étais au Louvre le jour où il a semé ses perles, et pardieu, j'en ai ramassé 2 que j'ai bien vendu 10 pistoles pièce. Et toi, Aramis, le connais-tu? Aussi bien que vous, messieurs, car j'étais de ceux qui l'ont arrêté dans le jardin d'Amiens, où m'avait introduit monsieur de Putange, l'écuyer de la reine. J'étais au séminaire à cette époque, et l'aventure me parut cruelle pour le roi. Ce qui ne m'empêcherait pas, dit d'Artagnan, si je savais où est le duc de Buckingham, de le prendre par la main et de le conduire près de la reine, ne fût-ce que pour faire enrager monsieur le cardinal. Car notre véritable, notre seul, notre éternel ennemi, monsieur, c'est le cardinal. Et si nous pouvions trouver moyen de lui jouer quelque tour bien cruel, j'avoue que j'y engagerais volontiers ma tête. Et, reprit Athos, le mercier vous a dit, d'Artagnan, que la reine pensait qu'on avait fait venir Buckingham sur un faux avis? Elle en a peur. Attendez donc, dit Aramis. Quoi? demanda Porthos. Allez toujours, je cherche à me rappeler des circonstances. Et maintenant, je suis convaincu, dit d'Artagnan, que l'enlèvement de cette femme de la reine se rattache aux événements dont nous parlons, et peut-être à la présence de M. de Buckingham à Paris. Le Gascon est plein d'idées, dit Porthos avec admiration. J'aime beaucoup l'entendre parler, dit Athos. Son patois m'amuse. Messieurs, reprit Aramis, écoutez ceci. Écoutons Aramis, dirent les 3 amis. Hier, je me trouvais chez un savant docteur en théologie que je consulte quelquefois pour mes études. Athos sourit. Il habite un quartier désert, continua Aramis. Ses goûts, sa profession l'exigent. Or, au moment où je sortais de chez lui... Ici, Aramis s'arrêta. Eh bien, demandèrent ses auditeurs, au moment où vous sortiez de chez lui? Aramis parut faire un effort sur lui-même, comme un homme qui, en plein courant de mensonges, se voit arrêté par quelque obstacle imprévu. Mais les yeux de ses 3 compagnons étaient fixés sur lui. Leurs oreilles attendaient béantes, il n'y avait pas moyen de reculer. Ce docteur a une nièce, continua Aramis. Ah, il a une nièce, interrompit Porthos. Dame, fort respectable, dit Aramis. Les 3 amis se mirent à rire. Ah, si vous riez ou si vous doutez, reprit Aramis, vous ne saurez rien.
Nous sommes croyants comme des mahométistes et muets comme des catafalques, dit Athos. Je continue donc, reprit Aramis. Cette nièce vient quelquefois voir son oncle. Or, elle s'y trouvait hier en même temps que moi, par hasard, et je dus m'offrir pour la conduire à son carrosse. Ah, elle a un carrosse, la nièce du docteur, interrompit Porthos, dont un des défauts était une grande incontinence de langue. Belle circonstance, mon ami. Porthos, reprit Aramis, je vous ai déjà fait observer plus d'une fois que vous êtes fort indiscret, et que cela vous nuit près des femmes. Messieurs, messieurs, s'écria d'Artagnan, qui entrevoyait le fond de l'aventure, la chose est sérieuse. Tâchons donc de ne pas plaisanter si nous pouvons. Allez, Aramis, allez. Tout à coup, un homme grand, brun, aux manières de gentilhomme, tenez, dans le genre du vôtre, d'Artagnan. Le même peut-être, dit celui-ci. C'est possible, continua Aramis, s'approcha de moi, accompagné de 5 ou 6 hommes qui le suivaient à 10 pas en arrière, et du ton le plus poli. Monsieur le duc, me dit-il, et vous, madame, continua-t-il en s'adressant à la dame que j'avais sous le bras. À la nièce du docteur? Silence donc, Porthos, dit Athos, vous êtes insupportable. Veuillez monter dans ce carrosse, et cela sans essayer la moindre résistance, sans faire le moindre bruit. Il vous avait pris pour Buckingham, s'écria d'Artagnan. Je le crois, répondit Aramis. Mais cette dame, demanda Porthos. Il l'avait prise pour la reine, dit d'Artagnan. Justement, répondit Aramis. Le Gascon est le diable, s'écria Athos. Rien ne lui échappe. Le fait est, dit Porthos, qu'Aramis est de la taille et a quelque chose de la tournure du beau duc. Mais cependant, il me semble que l'habit de mousquetaire... J'avais un manteau énorme, dit Aramis. Au mois de juillet, diable, fit Porthos. Est-ce que le docteur craint que tu ne sois reconnu? Je comprends encore, dit Athos, que l'espion se soit laissé prendre par la tournure. Mais le visage... J'avais un grand chapeau, dit Aramis. Oh mon Dieu, s'écria Porthos, que de précautions pour étudier la théologie. Messieurs, messieurs, dit d'Artagnan, ne perdons pas notre temps à badiner. Éparpillons-nous et cherchons la femme du mercier. C'est la clé de l'intrigue. Une femme de condition si inférieure, vous croyez, d'Artagnan? Fit Porthos, en allongeant les lèvres avec mépris. C'est la filleule de la porte, le valet de confiance de la reine. Ne vous l'ai-je pas dit, messieurs? Et d'ailleurs, c'est peut-être un calcul de sa majesté, d'avoir été, cette fois, chercher ses appuis si bas. Les hautes têtes se voient de loin, et le cardinal a bonne vue. Eh bien, dit Porthos, faites d'abord prix avec le mercier, et bon prix. C'est inutile, dit d'Artagnan, car je crois que s'il ne nous paie pas, nous serons assez payés d'un autre côté. En ce moment, un bruit précipité de pas retentit dans l'escalier. La porte s'ouvrit avec fracas, et le malheureux mercier s'élança dans la chambre où se tenait le conseil. Ah, messieurs, s'écria-t-il, sauvez-moi, au nom du ciel, sauvez-moi. Il y a 4 hommes qui viennent pour m'arrêter. Sauvez-moi, sauvez-moi. Porthos et Aramis se levèrent. Un moment, s'écria d'Artagnan, en leur faisant signe de repousser au fourreau leurs épées à demi tirées. Un moment, ce n'est pas du courage qu'il faut ici, c'est de la prudence. Cependant, s'écria Porthos, nous ne laisserons pas. Vous laisserez faire, d'Artagnan, dit Athos. C'est, je le répète, la forte tête de nous tous. Et moi, pour mon compte, je déclare que je lui obéis. Fais ce que tu voudras, d'Artagnan. En ce moment, les 4 gardes apparurent à la porte de l'antichambre, et voyant 4 mousquetaires debout et l'épée au côté, hésitèrent à aller plus loin. Entrez, messieurs, entrez, cria d'Artagnan. Vous êtes ici chez moi, et nous sommes tous de fidèles serviteurs du roi et de monsieur le cardinal. Alors, messieurs, vous ne vous opposerez pas à ce que nous exécutions les ordres que nous avons reçus?
demanda celui qui paraissait être le chef de l'escouade. Au contraire, messieurs, et nous vous prêterions main forte si besoin était. Mais que dit-il donc? marmotta Porthos. Tu es un niais, dit Athos. Silence! Mais vous m'avez promis, dit tout bas le pauvre mercier. Nous ne pouvons vous sauver qu'en restant libres, répondit rapidement et tout bas d'Artagnan. Et si nous faisons mine de vous défendre, on nous arrête avec vous. Il me semble cependant. Venez, messieurs, venez, dit tout haut d'Artagnan. Je n'ai aucun motif de défendre monsieur. Je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois. Et encore, à quelle occasion? Il vous le dira lui-même, pour me venir réclamer le prix de mon loyer. Est-ce vrai, monsieur Bonacieux? Répondez. C'est la vérité pure, s'écria le mercier. Mais monsieur ne vous dit pas. Silence sur moi, silence sur mes amis, silence sur la reine surtout, ou vous perdrez tout le monde sans vous sauver. Allez, allez, messieurs, emmenez cet homme. Et d'Artagnan poussa le mercier tout étourdi aux mains de ses gardes, en lui disant: Vous êtes un maraud, mon cher. Vous venez me demander de l'argent, à moi, à un mousquetaire, en prison. Messieurs, encore une fois, emmenez-le en prison, et gardez-le sous clef le plus longtemps possible. Cela me donnera du temps pour payer. Les sbires se confondirent en remerciements et emmenèrent leur proie. Au moment où ils descendaient, d'Artagnan frappa sur l'épaule du chef. Ne boirai-je pas à votre santé, et vous à la mienne? dit-il en remplissant 2 verres du vin de Beaugency qu'il tenait de la libéralité de M. Bonacieux. Ce sera bien de l'honneur pour moi, dit le chef des sbires, et j'accepte avec reconnaissance. Donc à la vôtre, monsieur. Comment vous nommez-vous? Boisrenard. Monsieur Boisrenard. À la vôtre, mon gentilhomme. Comment vous nommez-vous à votre tour, s'il vous plaît? D'Artagnan. À la vôtre, monsieur. Et par-dessus toutes celles-là, s'écria d'Artagnan, comme emporté par son enthousiasme, à celle du roi et du cardinal. Le chef des sbires eût peut-être douté de la sincérité de d'Artagnan si le vin eût été mauvais, mais le vin était bon, il fut convaincu. Mais que le diable de vilenie avez-vous donc fait là? dit Porthos, lorsque l'alguazil en chef eut rejoint ses compagnons, et que les 4 amis se trouvèrent seuls. Fi donc, 4 mousquetaires laissaient arrêter au milieu d'eux un malheureux qui crie à l'aide, un gentilhomme trinqué avec un recors. Porthos, dit Aramis, Athos t'a déjà prévenu que tu étais un niais, et je me range à son avis. D'Artagnan, tu es un grand homme, et quand tu seras à la place de M. de Tréville, je te demande ta protection pour me faire avoir une abbaye. Ah ça, je m'y perds, dit Porthos. Vous approuvez ce que d'Artagnan vient de faire? Je le crois pardieu bien, dit Athos. Non seulement j'approuve ce qu'il vient de faire, mais encore je l'en félicite. Et maintenant, messieurs, dit d'Artagnan, sans se donner la peine d'expliquer sa conduite à Porthos, tous pour un pour tous. C'est notre devise, n'est-ce pas? Cependant, dit Porthos. Étends la main et jure, crièrent à la fois Athos et Aramis. Vaincu par l'exemple, maugréant tout bas, Porthos étendit la main, et les 4 amis répétèrent d'une seule voix la formule dictée par d'Artagnan. Tous pour un pour tous. C'est bien. Que chacun se retire maintenant chez soi, dit d'Artagnan, comme s'il n'avait fait autre chose que de commander toute sa vie. Et attention, car à partir de ce moment, nous voilà aux prises avec le cardinal. Fin du chapitre 9.